Savez-vous quand est apparue l'espèce humaine et comment détermine-t-on qu'un fossile est humain ou pas? Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une causerie de la collection Sciences et Vie de la Terre dans la série intitulée L'Homme. Nous sommes au deuxième volet de cette série que nous avions commencé avec la place de l'homme dans la nature. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour évoquer les origines de l'espèce humaine. Et pour cela, nous recevons Alain Froment. Bonjour Alain. Bonjour cher Joël. Alors Alain Froment est médecin tropicaliste et anthropologue biologiste. Il est directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement. Il est ancien responsable également des collections d'anthropologie du Musée de l'Homme où il enseigne toujours. Alors Alain, aujourd'hui vous allez donc nous évoquer quelles sont les origines de l'espèce humaine. Un long parcours de 7 millions d'années en 30 minutes. Oui, c'est une histoire fascinante, celle de notre espèce, ce qu'on appelle l'hominisation. Et donc, je vais rappeler notre proximité avec les autres primates, notamment les chimpanzés, comment on différencie un crâne humain d'un crâne non humain, et puis les différentes entités biologiques qui nous ont précédés sur la Terre et qui, vous le verrez, ont été très nombreuses. Oui, tout à fait. Alors, on peut voir là sur cette diapo un petit peu amusante du Musée de l'Homme, je crois, sur ce visuel, avec cette très jolie femme qui se débarrasse de son physique de préhistorienne. C'est ça. Comment l'homme moderne et la femme moderne, bien sûr, cette belle réunionnaise, on pourrait dire, a émergé sous des strates antérieures d'humanité. Tout à fait. Alors, les origines de l'homme, on va au départ. Qui sont donc nos premiers ancêtres ? Voilà ce qu'on appelle un arbre phylogénétique ou simplement une généalogie. En fait, c'est tout un buissonnement entrecroisé qui a été simplifié là par ma collègue Cécile Garcia du Musée de l'Homme. Mais on voit une racine commune à tous les primates, il y a un peu plus de 25 millions d'années. Les lémuriens qui sortent les premiers, qui sont toujours visibles à Mayotte, à Madagascar, etc. Ensuite, ce qu'on appelle les petits singes, les singes qui ont une longue queue, comme les cercopithèques, qui se détachent plus tard, et puis le rameau de ce qu'on appelle les hominines, c'est-à-dire ceux de la branche qui est commune à nous-mêmes et aux autres grands singes, donc les grands singes asiatiques, les gibbons, les orang-outans, qui se détachent ensuite, et puis notre branche plus spécifique qui comprend aussi les gorilles et les chimpanzés. Les gorilles, à leur tour, sortent vers 9 millions d'années, et l'ancêtre commun entre les chimpanzés et nous est autour de 7 millions d'années. D'accord. Alors, on va peut-être voir, alors on voit ces parentés qui sont très intéressantes, puisqu'on voit que notamment que l'orang-outan est sur une branche qui est à part, et puis l'apparition de l'homme, là. On peut peut-être voir ce qui caractérise finalement le fait d'être humain. Alors pour cela, on utilise les principes de l'anatomie comparée. Ce qui est humain, en fait, c'est la bipédie. C'est vraiment ce qui nous distingue des autres primates. On en a parlé l'autre jour, cette merveille d'ingénierie qu'est le pied. Et donc, l'architecture du squelette a les conséquences de la bipédie, que sont un remaniement du bassin, qu'on voit ici. Donc, à gauche, vous avez un chimpanzé qui est en fait un quadrupède, qui est parfois bipède, mais maladroitement, et jamais coureur. Alors que nous sommes le singe coureur, nous sommes bâtis pour ça. Ça a entraîné un remaniement donc, de la forme du bassin, et puis tout un jeu biomécanique de modification des contraintes sur le crâne qui a pu se libérer donc d'un certain nombre de forces musculaires qui pèsent sur le quadrupède, et c'est pour ça que notre crâne est beaucoup plus rond, comme on va le voir sur la diapo suivante. C'est-à-dire que si je compare un crâne de gorille, ici, femelle, parce qu'elle a moins de superstructure qu'un mâle, avec un Homo sapiens, on voit d'abord que le cerveau est plus gros chez nous,
Ça, c'est vraiment ça l'hominisation, un cerveau qui a presque quadruplé de volume. On voit également que les superstructures au-dessus des orbites qu'on verra chez tous les humains et préhumains archaïques ont disparu chez nous. On voit également que la canine dépasse des autres dents chez les autres primates. Un des critères d'hominisation, c'est que nous, notre canine ne dépasse pas. En revanche, tous les dentistes vous le diront, la racine de notre canine est plus longue que celle des autres dents. C'est un souvenir évolutif de cette force de la canine. Et puis, on le voyait sur le squelette bipède, le tronc occipital, il est en arrière chez les quadrupèdes et il est au milieu de la base du crâne chez nous, puisque notre crâne est en équilibre sur la colonne vertébrale. Donc tout ça a permis un épanouissement du cerveau et donc ça résume l'hominisation. L'hominisation, c'est un gain d'intelligence par un gain du volume du cerveau. Alors, tout à fait, mais alors, voyons un petit peu, reconstituons un petit peu ce chemin qui va faire de nous des hommes. Alors ça, c'est un schéma très simplifié. On verra à la diapo suivante que c'est un peu plus complexe, mais il permet de fixer les idées. Donc on voit dans ce rameau humain qu'il se sépare de celui des chimpanzés entre 7 et 8 millions d'années. On a quelques fossiles qui nous permettent de reconstituer un petit peu le rameau humain, notamment avec ce fossile très important surnommé Toumaï, en fait Sahelanthropus tchadensis, découvert par le professeur Brunet que vous voyez sur le schéma, au Tchad donc. Et Toumaï, il a déjà quelques critères d'hominisation, avec la réduction de la canine et un trou occipital qui est un peu plus avancé que sur les autres singes. Mais ça n'est pas encore un homme, hein, et c'est simplement une préfiguration. Il y a quelques autres tentatives comme ça, y compris celle des australopithèques, hein, que les gens connaissent, mais vous voyez qu'à partir de 3 à 4 millions d'années, on quitte la branche commune avec les australopithèques pour se diriger vers le genre humain, le genre Homo. Très bien. Alors, ce genre humain, on va voir qu'on n'a pas juste une ou deux espèces d'humains ou d'hominidés, on en a de très nombreuses. Oui, on a les préhumains, plus d'une douzaine d'espèces, et les homos, aussi plus d'une douzaine d'espèces. Donc ça fait beaucoup de monde et il y a eu même une certaine compétition entre les espèces, mais également beaucoup de métissage entre elles. Donc c'est pour ça que l'image du buissonnement de rameaux entrecroisés est beaucoup plus fidèle à ce qu'on a vu dans la diapo précédente, qui est une espèce de chemin linéaire. Non, c'est quelque chose de complexe. Alors sur cette diapo, on voit vraiment aux racines de l'hominisation, donc on a parlé de Toumaï qui est tout en bas, et puis d'autres formes, aurorines, dont on a un fémur mais pas de crâne, trouvé au Kenya par ma collègue Brigitte Sénu du Muséum, qui est un bipède, son fémur est en faveur de la bipédie. On a des Ardipithecus, Kadaba, Aramidus, qui sont des ancêtres des australopithèques. Donc ça, c'est vraiment les premières formes sur le rameau de l'hominisation. En jaune, on a la famille des australopithèques graciles, notamment Lucie qui est au milieu, Afarensis, beaucoup d'autres, vous voyez. Et puis en marron, les paranthropes, c'est-à-dire une forme d'australopithèque beaucoup plus robuste qui... eux ne sont pas du tout sur la ligne humaine, qui sont des végétariens dont le crâne est assez proche de celui du gorille, mais qui sont quand même beaucoup plus évolués et qui taillent des outils. D'accord. Et puis, en bleu clair, on a les premiers humains, notamment Homo habilis, parce que justement, lui taille des outils. Alors là, on est vers 2 à 3 millions d'années. On a des outils de plus de 3 millions d'années. Donc, il est possible que certains australopithèques aient taillé des outils. Mais l'histoire se continue et avec une expansion, donc on y reviendra, de ces Homo habilis vers l'Homo erectus et quelques autres formes. Ces Homo erectus qui sont en Afrique et qui vont sortir d'Afrique. Et là, il y a une multiplication, donc en bleu foncé, d'espèces qui sont vraiment proches de la nôtre.
avec des Homo sapiens archaïques, comme Heidelbergensis, qui vont conduire finalement à Homo sapiens et Homo sapiens à éliminer tous les autres finalement. Voilà, oui, on voit d'ailleurs un des derniers petits rectangles bleu foncé, c'est le néandertalis. Voilà, on va faire son portrait tout à l'heure. Entendu. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe, puisque nous avons déjà où est née l'espèce humaine. Oui, l'espèce humaine est née en Afrique. Darwin l'avait déjà vu, justement, au motif que les deux primates les plus proches de nous sont les gorilles et les chimpanzés, qui sont africains. Et donc, dans ce cheminement, tout se passe en Afrique jusqu'aux Homo erectus. Donc on a vu où se situaient les Australopithèques graciles, les Homo habilis. Donc cet Homo habilis qui va se transformer en Homo erectus, lui, curieux, coureur, marcheur, va sortir d'Afrique une première fois, ce qu'on appelle le Out of Africa, première phase, première saison, et il va se répandre jusqu'en Indonésie. En fait, à la fin du 19e siècle, un médecin colonial hollandais était parti à Java pour chercher ce qu'on appelait à l'époque le chaînon manquant entre l'homme et les singes. Et il avait trouvé ce qu'il avait appelé le pithécanthrope, ce qui veut dire homme-singe. Erectus, parce qu'il avait trouvé un fémur qui était aussi un fémur de bipède, donc de singe érigé. Et puis finalement, cet australopithèque, ce pithécanthrope est devenu un homme, on l'a rebaptisé Homo erectus et non pas pithécanthrope. Il n'a rien d'un singe, en fait, c'est un homo. Et donc, il a des descendants jusqu'à l'homme de Néandertal, en Europe, en Asie. Une autre forme aussi qu'on ne connaît que par très peu de fossiles, mais par des séquences génétiques, l'homme de Denisova, qui est plutôt dans le versant asiatique. Et pendant ce temps-là, l'évolution se poursuit en Afrique, où apparaît l'Homo sapiens, qui à son tour va sortir d'Afrique. C'est l'Out of Africa numéro 2, et ça va être notre ancêtre Cro-Magnon direct. Alors, nous venons de voir un petit peu l'évolution avec des crânes. Voyons un petit peu ce qu'il en est avec le reste de l'anatomie de ces humains ou préhumains. On a la chance d'avoir au moins 2 squelettes complets, qui sont ici la petite personne, la chère Lucie, une australopithèque qui est assez petite et proche par ses proportions des chimpanzés, mais qui est bipède, tout en étant capable de grimper aux arbres. Et puis à côté, le grand Homo erectus, donc c'est cet homme debout, bipède. Ce squelette-là a été trouvé au Kenya. Donc Lucie a à peu près 3 millions d'années et le Turkana Boy, là, il a presque la moitié. Alors, lui, il sort d'Afrique, donc il a toute l'anatomie qu'il faut. On voit d'ailleurs dans les reconstitutions à droite un petit peu la tête qu'ils ont tous les deux. Et puis entre les deux, le personnage qui est à gauche, là, c'est Homo habilis, qui se situe chronologiquement entre les deux. Lui, on le voit justement tailler des outils. Il va rester en Afrique, mais il va être à l'origine donc de toute cette lignée évolutive qui est maintenant de plus en plus culturelle. C'est-à-dire que l'évolution, bien sûr, continue sur le plan anatomique, mais à partir du moment où l'humanité fabrique des outils, ça c'est vraiment sa marque de fabrique, eh bien c'est une aventure culturelle qui commence. Ah, ça c'est tout à fait passionnant. Alors, voyons un petit peu justement la suite de cette évolution. Oui, alors donc notre grand-père c'est Homo erectus, celui qui se retrouve en Indonésie, donc vers 1 800 000 ans, également en Géorgie, où on a trouvé 5 crânes intacts, magnifiques, qui sont vraiment ces gens qui sont partis à l'aventure. Là, on a la comparaison anatomique entre un erectus et l'homme actuel. Donc erectus est plus foncé de peau, il pourrait même être presque noir. En tout cas, on voit que dans cette aventure liée à la bipédie, donc, le cerveau a augmenté de volume. On a été capable, par l'élongation des membres, de devenir des coureurs. On a été plus grand.
Le fait qu'on occupe la savane et qu'on ait perdu notre pelage a entraîné une modification au niveau de la peau, c'est-à-dire la multiplication des glandes sudoripares qui sont là pour nous rafraîchir quand il fait très chaud. Hein, le corps humain doit rester à 37 degrés, même si en savane il fait fréquemment 45. Et donc, à partir du moment où on a perdu le pelage et où on a acquis ce phénomène d'évapotranspiration, il fallait aussi se protéger du soleil, donc développer une espèce d'écran de mélanine, hein, d'écran solaire, donc de peau foncée. Et pourquoi est-ce qu'on aurait perdu notre pelage? Une des hypothèses, c'est justement qu'une niche écologique était à prendre. Lucie est plutôt arboricole et donc tous ses ancêtres réels vivent en forêt. Et quand on sort en savane, un des moyens de se distinguer des autres, c'est de courir après le gibier. Et donc d'avoir un métabolisme qui permet de courir longtemps. Les animaux en savane courent vite parfois, mais très peu, très brièvement. Au bout de quelques minutes, parce que justement ils n'ont pas ce mécanisme d'évapotranspiration, ils ont très chaud, ils sont obligés de s'arrêter. Et l'hominisation nous a donné un avantage, c'est d'être capable de courir peut-être moins vite mais plus longtemps et finalement de forcer le gibier à la course. Donc ce serait ça l'hypothèse qui explique notre succès évolutif. Ah oui, ça c'est tout à fait passionnant. Notre différence avec le guépard notamment. Oui. Alors, voyons un petit peu. Alors ici, on a sur cette diapo, nous avons deux cartes en fait. Une carte déjà qui nous permet de nous resituer, et puis une carte où on va trouver les crânes qui ont été découverts. Voilà, donc ça c'est le Out of Africa numéro 1. On voit qu'il y a plusieurs branches là qui se développent en Afrique, qui sortent, qui vont donc jusqu'en Indonésie. On a au milieu le site de Dmanisi, là, au sud de la Caspienne, dont je parlais à l'instant. On voit donc sur la carte de droite plus en détail les formes anatomiques. Elles ont toutes une parenté, hein, à part une espèce tout à fait particulière qu'on a en bas à droite. Là, vous avez le Pithecanthrope à droite, mais vous avez aussi un tout petit crâne là qu'on appelle l'homme de Flores, oui, et qui est en fait un descendant d'Homo erectus qui exprime ce qu'on appelle le nanisme insulaire, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé piégé dans des petites îles où il a évolué de façon endogame, et on sait que sur les îles, souvent, les animaux deviennent nains. Les éléphants, les hippopotames, etc. Et donc c'est un cas très particulier d'évolution insulaire, bon, qui a abouti à une impasse. Mais pour le reste de l'histoire humaine, on voit donc l'Homo erectus d'Indonésie, on voit ce qu'on a appelé autrefois le synanthrope à Pékin, l'homme de Pékin, qui est également un Homo erectus. Et puis en Europe, on a également des formes, et notamment au milieu, là, en Géorgie, ce crâne encore assez archaïque d'homme de Dmanisi, qui est un erectus primitif. Voilà un petit peu l'histoire de cet Out of Africa numéro 1. Et donc, les descendants de ces premiers colons vont devenir les hommes de Néandertal et les hommes de Denisova. Pendant ce temps-là, l'évolution se poursuit en Afrique. Et il y a quelques années, vous voyez, en 2017, on a trouvé au Maroc, qui n'est pas l'endroit où on cherchait le plus, hein, on cherchait plus en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, mais mon collègue Jean-Jacques Hublin, qui est maintenant professeur au Collège de France, a découvert ce magnifique crâne qui est parfaitement moderne. Évidemment, la face, vous voyez, il y a encore quelques superstructures au-dessus des orbites, mais le cerveau connaît une très belle expansion, et ce premier Homo sapiens, il a 300 000 ans. D'accord. Oui, donc là, alors là, on voit inscrit Out of Africa 2. Donc, ah oui, parce que donc cette évolution des Homo sapiens, elle se poursuit en Afrique. Voilà un autre exemple qui, lui, vient d'Éthiopie, qui est 2 fois plus jeune, hein, l'homme d'Idaltou. Et vous voyez que finalement, ces traits du visage sont parfaitement modernes. Bien sûr, c'est un Africain, mais si vous le croisez dans le métro, ça ne vous choquera pas. C'est un moderne. Donc, ces hommes-là évoluent en Afrique vers la modernité, également une modernité culturelle, hein, avec un outillage de plus en plus différencié. Voilà un petit peu encore son portrait reconstitué. Et ce sont ces Homo sapiens qui vont sortir d'Afrique pour la deuxième fois, et cette fois-ci effacer
les prédécesseurs, donc ce sont les hommes de Néandertal et les hommes de Denisova, mais pas les effacer complètement parce qu'on verra, grâce à la paléogénétique, qu'il y a eu des métissages. Il faut donc à ce stade parler un petit peu de génétique, puisque en anthropologie biologique, on a deux outils. On a ceux de la paléontologie, donc on regarde les fossiles, et puis on a ceux de la génétique. Alors la génétique, elle est limitée parce que l'ADN n'est pas une molécule très facile à conserver. Donc les plus anciennes traces d'ADN sur des animaux ont environ 1 million d'années, mais au-delà, donc toute cette histoire qui précède, on n'a plus d'ADN et donc on ne peut raisonner que sur la morphologie des squelettes, tandis que sur les fossiles plus récents, on est capable d'extraire de l'ADN et même de faire des séquençages complets, c'est-à-dire d'avoir tous les gènes et donc de comparer les gènes de ces formes archaïques avec les nôtres. Alors pour ça, il faut un petit rappel de biologie. Donc nous avons 23 chromosomes, 22 qui sont des autosomes et la dernière paire qui sont les chromosomes sexuels. Et puis, dans le cytoplasme de nos cellules, on a des petits organites qui s'appellent les mitochondries, qui sont d'anciennes bactéries il y a très longtemps qui se sont adaptées à vivre dans des cellules de ce qu'on appelle les eucaryotes. Eux ne sont pas des eucaryotes, mais ils ont un petit chromosome également, un petit chromosome circulaire qu'on voit, un petit ADN mitochondrial extra-nucléaire, donc en dehors du noyau, mais qui est limité du point de vue séquence, mais qui raconte beaucoup de choses. Donc il faut rappeler qu'à la fécondation, on a un gros ovule. Oui, c'est ce qu'on voit gauche, sur la partie gauche. Et des petits spermatozoïdes qui ne contribuent à la descendance que par leur noyau. Donc les mitochondries, elles sont dans l'ovule, elles sont donc maternelles parce que l'ovule a beaucoup de cytoplasme et c'est le spermatozoïde qui va déterminer le sexe de l'enfant puisque soit il porte le chromosome X, l'ovule est par définition X, donc XX fera une fille et XY fera un garçon. Et donc on peut en paléogénétique remonter de trois façons. On peut regarder les autosomes quand on a des séquençages complets, mais on peut regarder la lignée maternelle par l'ADN mitochondrial puisqu'on a les mitochondries de sa maman, qui les a reçus de sa maman, qui les a reçus de sa maman depuis l'origine des temps. Et puis, regardez également le chromosome Y. Alors ça, seulement chez les garçons, mais le chromosome Y, c'est celui de son papa, qu'il a reçu de son papa, qu'il a reçu de son papa également. Donc, vous voyez, on a des lignages comme ça qui nous permettent, à la différence des autosomes qui sont brassés à chaque génération, à remonter des lignées dans le temps. Ah oui, c'est pour ça qu'on distingue ces trois possibilités. Alors, première possibilité de remonter dans le temps, donc l'ADN mitochondrial, on le voit au milieu, là, sur ce planisphère. Donc, on voit très bien l'évolution en Afrique. Et puis, vers 100 000 ans, le Out of Africa numéro 2, puisqu'on parle bien là des Homo sapiens. Donc, les formes d'ADN mitochondrial africaines, on les appelle L. L1, L2, L3, et toutes les autres formes d'ADN mitochondrial dérivent de ce qu'on appelle cette Ève africaine. Vous avez peut-être vu ça dans la littérature, c'est-à-dire cette première femme moderne qui avait des mitochondries de type L et tous les autres haplotypes, ce qu'on appelle les haplotypes, les formes génétiques, dérivent de elle. Ce qui permet de dire que l'humanité entière dérive de la forme africaine. D'accord, et là on voit bien une évolution qui se fait dans le temps. Hein. Une expansion donc dans l'ancien monde et puis plus tard dans le nouveau monde. Et à droite, vous avez les séquençages cette fois-ci d'ADN nucléaire. Et là encore, on voit que la racine est africaine. Vous voyez des populations africaines comme les San, les Bushmen, les Pygmées, etc. Et toutes les autres populations, Europe, Asie, etc., dérivent de ce schéma africain. D'accord. Et donc, avec des mélanges qui se font... Avec une histoire complexe. Et donc, la troisième approche, c'est celle de la lignée paternelle du chromosome Y. Là encore, on voit sur la carte les premières formes qui sont africaines. La sortie d'Afrique et toutes les autres formes de chromosomes Y, vous voyez en haut dans cette hiérarchie là où il y a des branches qui se détachent les unes à la suite des autres. Donc la racine est africaine et puis l'expansion humaine fait qu'il y a des mutations qui complexifient cette histoire et qui aboutissent jusqu'aux Amérindiens, c'est-à-dire au peuplement du Nouveau Monde.
Ouais, c'est ça, on voit bien là dans ce schéma effectivement là où on voit la petite tête isolée d'hominidés, et puis on voit bien comment on se répartit et petit à petit avec les branches qui viennent se différencier, diversifier. Voilà, donc ABC c'est une forme africaine, et à partir de D, vous voyez le Out of Africa, le chromosome Y lui-même dérive aussi de formes africaines. Alors, on va voir à présent les principales routes, justement, de migration de ces hommes préhistoriques. Oui, on a une image qui nous permet de faire une synthèse sur l'échelle du monde. Donc, on a ce planisphère avec ces flèches qui retracent les principales routes, parce qu'en fait, les migrations étaient très complexes. Mais pour résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a donc chez l'homme moderne, donc chez Homo sapiens, ce foyer africain, ce petite étoile orange qu'on voit à gauche en Afrique, qui est le berceau de l'humanité moderne. Donc 300 000 ans, ce crâne de Djebel Irhoud au Maroc qu'on a vu tout à l'heure, jusqu'à il y a 100 000 ans, cette histoire des hommes modernes se déroule en Afrique. Le Out of Africa 2, donc vers 100 000 ans, 90 000 ans, fait qu'on retrouve ces Homo sapiens d'abord au Moyen-Orient, puis en Australie, étonnamment, vers 60 000 ans. Alors, il faut se souvenir qu'on est pendant une période où il y a eu des glaciations et où le niveau des mers a parfois été très en dessous du niveau actuel, jusqu'à 120 mètres au-dessous. Par exemple, à cette époque-là, il n'y a pas de Manche, il n'y a pas de mer entre l'Angleterre et la France. Il y a une rivière au milieu, mais sinon, on passe à pied sec. On passe à pied sec également entre les grandes îles d'Indonésie. C'est un continent qu'on appelle Sahul. Mais il faut quand même, pour arriver en Australie, naviguer. Il y a quand même plusieurs dizaines de kilomètres de navigation. Et on ne voit pas la terre de l'autre côté. Ça veut dire que ces premiers hommes modernes ont tenté l'aventure de la traverser. Et ils sont arrivés en Australie, où là, le niveau des mers remontant, ils se sont trouvés un petit peu isolés. Et puis cette expansion, elle continue. En Asie aussi, on a des Homo sapiens vers 70 000 ans. Et c'est à partir de ces Homo sapiens asiatiques que le peuplement de l'Amérique va se faire. Alors toujours à la faveur de ce niveau des mers qui est bas, qui dégage le détroit de Bering, là où sont maintenant les îles Aléoutiennes. Là aussi, on passe à pied sec. Et il y a des corridors entre les glaciers, également des routes côtières, qui font que les humains arrivent en Amérique à des dates qui sont contestées, parce qu'on a trouvé récemment des sites assez anciens. On disait 15 000 ans, mais c'est au moins 20, 22 000 ans, voire peut-être plus. Mais en tout cas, 20 000 ans paraît raisonnable. Et puis, l'expansion la plus spectaculaire, l'étoile verte qu'on voit en plein milieu du Pacifique, c'est justement ça, l'histoire des populations polynésiennes, puisque quand on regarde la Terre sous un certain angle, on voit que de la mer, l'océan Pacifique, il est immense et il est parsemé d'îles qui sont minuscules. Eh bien, dans les derniers milliers d'années de l'expansion humaine, les Polynésiens ont réussi à peupler pratiquement toutes les îles, jusqu'à l'île de Pâques, qui est au voisinage du Chili. Donc c'est comme ça que cette aventure humaine se termine. Mais elle se termine peut-être ici à La Réunion, parce que de tous les endroits de la Terre qui ont été peuplés de façon significative, La Réunion est une des dernières. C'est pour ça que je ne l'appelle pas l'île intense, mais l'île ultime. Ah. C'est seulement il y a 500 ans. Donc nous sommes ici au terme de la grande expansion, de la grande aventure des Homo sapiens, et c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Ah, bon, nous en sommes ravis, évidemment. Alors, poursuivons à présent. Alors, moi, évidemment, la question que l'on se pose, c'est que ces hommes d'Out of Africa 2, quand ils arrivent sur des territoires, ils rencontrent probablement des hommes plus anciens qu'eux. Et oui, c'est ça qui s'est passé. Alors, on va prendre l'exemple de l'Europe. Donc, on voit les flèches bleues des Homo sapiens, donc, qui ont séjourné donc, en Palestine et au Levant pendant plusieurs milliers d'années.
Ils ont d'ailleurs rencontré déjà des hommes de Néandertal à ce moment-là. Et puis, ils continuent leur aventure, donc soit par le sud de l'Europe, soit par le nord, en contournant des masses glaciaires, hein, et puis sont limités par la calotte glaciaire elle-même, puisqu'il y a 50 000 ans, on est vraiment dans une période très froide. On voit d'ailleurs que la forme des continents est un petit peu différente, hein, à cause de cet abaissement du niveau des mers. Et donc, ils arrivent... par exemple en France, non pas d'ailleurs parce que cette diapo est un petit peu ancienne et il y a une découverte toute récente en France qui montre que vers 50 000 ans, on a un premier passage dans une grotte du sud de la France, un premier passage d'hommes modernes, non pas parce qu'on trouve des fossiles, mais parce qu'on trouve une industrie qu'on appelle le gravétien, et qui est une industrie moderne par rapport à celle que faisaient les occupants indigènes de l'Europe, les hommes de Néandertal, ceux qui descendaient des premières migrations out of Africa. Donc il y a une rencontre, une arrivée. Il ne reste pas, puisque dans cette grotte, on retrouve ensuite des hommes de Néandertal, et puis ils reviennent. Et là, ils reviennent en grand nombre, en quelque sorte, et ils vont se mélanger. Ils vont absorber les hommes de Néandertal, non pas en les exterminant, parce qu'on n'a pas, évidemment, on n'a pas beaucoup de squelettes d'hommes de Néandertal, surtout complets, mais on ne voit pas vraiment de traces de violence. On voit surtout probablement une supériorité technique des Homo sapiens dans l'outillage, avec un certain nombre d'inventions, par exemple l'arc et la flèche, ou bien le propulseur, qui est un système pour augmenter le bras de levier quand on jette une sagaie. Tout ça sont des inventions d'hommes modernes, de même que, alors le plus spectaculaire peut-être, c'est l'art rupestre. C'est Lascaux, c'est la grotte Cosquer, etc. C'est que l'homme de Néandertal ne fait pas d'art. On a trouvé quelques gribouillis, mais vraiment négligeables. Par contre, dès que l'homme moderne arrive, c'est même une explosion. C'est-à-dire que l'art de Lascaux ou l'art de la grotte Chauvet, ça n'a pas été dépassé depuis. On a fait autre chose, mais on n'a pas fait mieux. C'est magnifique. Et donc, il y a certainement une vie spirituelle et intellectuelle qui est plus complexe que l'homme de Néandertal, qui est lui-même pleinement un humain, qui enterre ses morts, qui a également des croyances. Mais on pense que les hommes modernes sont plus efficaces, et notamment dans la compétition, la chasse, et donc ils arrivent à survivre davantage. Mais ils vont rencontrer donc ces hommes de Néandertal en Europe de l'Ouest, ou ces hommes de Denisova, qui sont des cousins de Néandertal en Europe centrale, et ils vont se mélanger. Alors justement, qu'est-ce que cela donne aujourd'hui, ces mélanges ? Alors, ça donne des très jolies choses. Donc, ça, finalement, cette diapo résume un peu tout ce qu'on a dit. Vous avez le Out of Africa numéro 1, donc les Homo erectus qui sortent d'Afrique, qui nous laissent des descendants en Eurasie. Donc la branche des Denisoviens et la branche des Néandertaliens, qui sont nombreux, donc qui se différencient. Il y a plusieurs formes de Néandertaliens, mais enfin... ils sont tous caractérisés par des crânes assez particuliers. C'est ce qu'on voit en haut, dans la partie haute, c'est Out of Africa 1. Voilà, c'est les descendants d'Out of Africa 1. Et donc, ils peuplent l'Eurasie depuis 2 millions d'années. Et là, bien sûr, ils ont évolué. Donc, ces Homo erectus se sont transformés, ont donné les Denisoviens. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'à Denisova, on a trouvé simplement une phalange et une dent. Donc on ne sait pas la tête du Denisovien, mais ses os étaient bien conservés et on a pu en tirer des séquences d'ADN absolument complètes. De même qu'on a maintenant une dizaine de squelettes néandertaliens dont on a les séquences ADN complètes, ce qui nous permet de les comparer avec les nôtres. Et quand on compare, on s'aperçoit qu'en Europe, on a environ 2%, chez un Européen moyen, entre 2 et 4% d'ADN néandertalien. Moi-même, j'ai fait mon test, j'ai 180 gènes néandertaliens, et donc ça atteste de ce métissage. Et les Homo sapiens qui sont partis vers l'Est, qui ont donc rencontré cette fois-ci les hommes de Denisova, ont emporté avec eux des ADN de Denisova, à tel point que des populations du Pacifique telles que les Papous ont jusqu'à 6% d'ADN de Denisova. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas de cloisonnement entre les espèces. En fait, le critère d'une espèce, c'est l'interfécondité. Nous étions interféconds avec les Denisoviens et les Néandertaliens. C'est pour ça que vous voyez cette jolie femme de Out of Africa, donc elle
elle a sa pigmentation africaine, qui tombe amoureuse d'un homme de Néandertal, qui là, lui, est en Europe depuis longtemps, qui a perdu sa mélanine, qui est même roux. Hein, on a trouvé chez certains squelettes de Néandertal des gènes de rousseur. Et donc, il y a eu métissage, mais les hommes de Néandertal ont été, qui étaient peu nombreux, ont été submergés par la vague des Homo sapiens, les Cro-Magnons, hein, pour parler de la France, et donc ils se sont éteints tout en laissant la signature génétique. Et quand on compare l'ADN des Européens, si on cumule tous les petits morceaux d'ADN qu'on a hérités de Néandertal, on trouve à peu près 20% du génome de Néandertal qui est encore conservé chez les Européens actuels. Donc ça n'est pas négligeable. C'est pour ça que la paléogénétique a permis de faire cette reconstitution. Donc voilà, cher Joël, en quelques minutes, cette magnifique histoire qui nous rappelle que nous avons des humbles origines, hein, que nous sommes cousins, on l'a vu dans la première causerie, avec tout ce qui est vivant sur la nature, avec les bactéries, avec les plantes. Effectivement, que de chemin parcouru. Donc, on le voit avec cette petite photo magnifique de Lémurien. Oui, voilà, c'est un microcèbe. Et donc, les lémuriens sont des cousins à nous. Hein. On a vu que la phylogénie, donc l'histoire évolutive de notre espèce, elle s'enracine au milieu des primates. Et donc, nous avons ce cousinage. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Alain. Je vous remercie tous également d'avoir suivi cette passionnante émission. Eh bien, écoutez, je serais ravie de vous retrouver tous pour une prochaine émission. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce programme passionnant, et vous pouvez nous retrouver sur les chaînes YouTube et Facebook de l'Université numérique de La Réunion, ou bien sur notre site internet, unr.unif-réunion.fr.